Bon, comme vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour une pêche du lieu. On est en début de saison, au mois d'avril, les tempêtes d'hiver sont passées, donc on peut retourner au large dans de bonnes conditions et en sécurité. On est en compagnie de Thierry qui nous vient du service après-vente chez nous et qui découvre cette pêche aujourd'hui. Donc comme je disais début de saison, on est sur une eau qui est encore un peu froide à 12 degrés. On pêche vraiment dans le désert, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler des structures. On va se focaliser en fait sur la cartographie. Ça va nous aider pour déceler des zones où on va avoir des changements de sédimentation ou des petites excroissances bathymétriques. C'est des zones qui sont intéressantes à prospecter parce que ça peut potentiellement abriter du poisson. Et puis ensuite, voilà, si on prend des échos de poisson fourrage ou de lieux autour, on va essayer d'en faire quelques-uns et on verra les montages par la suite. Bravo Thierry, regarde donc, belle petite frappe hein. Beau poisson. Ouais, beau combat. Je prends ça là. Ça. Bon, tu vois Thierry, le lieu c'est un poisson qui est vicelard, lunatique, t'appelles ça comme tu veux mais j'en pense pas moins pour éviter les bips à la caméra. C'est vraiment un poisson, voilà. Parce qu'en fait tu vas arriver un jour, ils vont être là comme des malades, ils vont taper dans tous les sens, tu vas pouvoir leur mettre n'importe quoi, ça va leur plaire. Tu reviens le lendemain, le poste est désert, tu sais pas pourquoi. Et tu reviens le surlendemain, ils sont là mais ils ont la gueule complètement fermée quoi. Et t'as beau y passer toute ta boîte, il n'y a rien à faire. Et c'est un poisson, c'est débile à pêcher en fait, parce que t'as deux types d'animation. La première, c'est soit tu pêches un peu au jig ou au leurre souple comme ça, tu descends, tu dandines au-dessus du fond et puis tu peux les faire. Ou sinon tu fais la technique de l'ascenseur qui est tu descends là, comme ça, tu tapes le fond 3 fois, comme ça ton leurre il envoie des signaux au fond et du coup les lieux ça les intrigue, ils viennent et puis après pof, ascenseur. Donc tu moulines comme ça et en fait ils remontent dans la couche d'eau et comme c'est des poissons qui, t'as vu, subissent très mal la pression, ils vont attaquer avant d'être en surpression. Et je pense que c'est à cause de ça aussi qu'ils ont des périodes d'alimentation hyper vislardes comme ça, parce que en fait tu te rends compte que la vessie natatoire du lieu, ce qui le fait gonfler, pour lui elle est surdimensionnée. Et du coup, quand tu as des variations de pression constantes, pression atmosphérique, bah, la vessie natatoire elle n'arrête pas de bouger. Et en fait, du coup, il n'y a plus de place pour l'estomac. L'estomac, il laisse la place à la vessie natatoire de s'exprimer, entre guillemets. Et par contre, quand tu as des pressions qui sont stables, et du coup, l'estomac il gonfle, ils ont la sensation de faim. Donc pour toi, c'est vraiment lié à la pression atmosphérique? Pour moi, c'est lié à la pression atmosphérique. Et tu remarques en fait que les pressions, souvent, elles se stabilisent quand tu as des changements de marée. On a remarqué que le changement de marée, c'était important. Ça avait un impact. Mais pour moi, c'est les pressions atmosphériques. Après, hein, chacun ses, on va voir. Chacun ses idées. Hein. Non, avec les coiffes là. J'ai pas regardé. T'es pas là souvent. Si on commence à mettre trop de paramètres en ligne de compte, on va pas à la pêche quoi. Mais et puis de toute façon, à la pêche, t'établis des règles et la seule règle, c'est que tu te rends compte qu'il n'y en a pas quoi.
T'as toujours des contre-exemples, t'as toujours des contraires. Et puis ce qu'on dit ici, c'est valable là, c'est peut-être pas valable à 100 km au nord, quoi. C'est comme si il y a un truc qui s'était retourné dessus. Ouais, ou... j'ai eu le même truc là. Alors ils viennent voir mais ça leur plaît pas, tu sais. Ouais. C'est le fond? Je pense que c'est le fond. Alors, qui est-ce qui va refaire son montage? Je suis vert, putain. Bravo, je te félicite pas. Comment on peut rattraper le fond là? Ah bah là, si tu veux, tu plonges. Puis tu vas le chercher. J'espère que tu as une bonne apnée. Avec tout le crossfit que tu fais, de toute façon, tu dois... Oh, tu tiens 10 minutes sous la flotte. Putain, en plus, c'est l'horreur à péter, ça. Allez. Il était bon, mon nœud. T'as récupéré l'heure? Non. Non? Non, mais peut-être pas tout le montage de perdu, si. Ah, c'est peut-être que l'anguillon qui a accroché. Ouais. Je sais pas, mais... Non, là, j'ai perdu un truc, là. Regarde mon nœud, comment il est bon. Ouais. Que l'anguillon. Propre. On est pas mal pour faire une petite sieste, là, non? En attendant les touches. Ça c'est un gros, je pense. Non, je pense pas. Ouais, donc tu vois, dans la bouffe, t'as décollé dans la bouffe. Sur une accélération quand même. Mais... Ok, donc le jig ils en veulent pas. Mais c'est pas gros. Ou alors c'est encore la chance du débutant. C'est pas un gros, mais c'est un poisson. Ça s'excite un peu là. Ouais, tu vois, c'est pas gros, mais c'est un poisson. Ah si, c'est un joli lieu. Hein. Bouge pas, je le fais à la main. Tu fais à la main? Ouais. Voilà. Yes. Petit lieu. Bien wedge. Sur l'anguillon encore. Hein. Sur l'anguillon, ouais. Petit lieu qui me fait les gros yeux. C'est un peu le paradoxe de cette pêche. On pêche des poissons dont on sait qu'ils repartiront difficilement. C'est pour ça qu'il faut savoir rester raisonnable et attraper une paire et puis rentrer. Ouais, bah tu vois, c'est encore tapé sur l'anguillon, hein. Vraiment efficace. Ouais. Toujours, hein. Encore et toujours. Toujours simuler la concurrence alimentaire. Ouais, et puis, ouais. Écoute, on va voir, on va refaire un passage. C'est dingue hein, que ça marche comme ça en mer. Hein. C'est ouf, hein. La grosse proie qui attaque la petite. Tu peux passer au leurre sous toute la journée, il se passera rien, tu mets en anguillon, pan. Cool. Secret de pêcheur professionnel, ça. Bah paye la tête du pêcheur professionnel. Hein. Non mais les pros qui pêchaient les lieux sur épave avant, ils pêchaient avec un gros plomb et une rampe d'anguillon. Et ils passaient comme ça, la ligne à main, et pan, et ils se faisaient... ils chargeaient tout comme ça. Bah regarde, ça marche même avec des pêcheurs débutants. Ouais. C'est dire. C'est facile en fait la pêche en mer. Ah, il y a quelques détections quand même là. Je vais mettre plutôt celui-là. Tu pars sur quoi alors Foucault? Ça fait la même taille. Tu remets leur soupe? Ouais. Ouais. Plus lourd aussi pour le coup. Ouais. Ah ça pêchait bien mieux là avec ce que tu m'as passé. C'était combien hein, tu m'as mis? Ça doit faire 2... Attends que je dise pas de conneries. Ça doit faire 200 grammes cela je pense, pas loin. Pêchait bien plus propre. Hein? Ça pêchait bien plus propre. Ouais. T'as vu, il a compris, hein, il regarde le sondeur, dès qu'il voit les échos, là ça y est, il s'active.
C'est bien, on comprend vite. Il faut juste m'expliquer longtemps. Tu sais, quand tu as fini ton ascenseur là, Ouais. tu peux attendre, tu peux laisser stationnaire 5-6 secondes. Parce que parfois, bon, c'est rare, hein, mais tu vois, quand tu l'arrêtes, mais du coup, d'un coup, tu sens un mou. Ouais. Et là, faut mouliner pleine gomme parce que ça veut dire qu'il est arrivé par en dessous. Il devait être à la bourre, tu vois. Ou, Ah ouais, qu'il l'a ramassé. Ouais. Enfin, qu'il te l'avale à la montée. Taco, tu vois. Je te disais. Poisson, Max. Attends, Ben voilà, on va clôturer cette belle journée sur ce nouveau poisson que je viens de faire encore. J'ai eu la chance du débutant aujourd'hui, coaché par l'ami Foucault. Bah ouais, on a commencé ce matin, on a trouvé un petit peu d'activité parce qu'on est arrivé sur le revirement de marée. Après, ça a été timide toute la journée, quelques décroches. Et puis là, ça se réactive en fin de journée. Mais bon, on a déjà 5-6 poissons. C'est le 5e poisson qu'on va garder. On va s'arrêter là. Et puis, parce que voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de quota sur ce poisson-là qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, voilà. Une belle journée au soleil en tout cas, en bonne compagnie. Cool, merci Foucault. Merci en tout à cas. toi. Et maintenant, on va essayer de déguster ce petit poisson parce que c'est aussi ça la pêche. Il faut savoir de temps en temps se faire plaisir. Et comme le disait Foucault, respecter la ressource. On avait dit que si on avait la chance de pouvoir en attraper 5, eh ben, on s'arrêterait là. Et c'est le 5e aujourd'hui. Il arrive un peu tard, comme tu disais, c'était difficile. Mais on va s'arrêter sur ce joli poisson pour moi. La Minute Matos. Donc pour cette pêche du lieu d'aujourd'hui et ce qui nous accompagne tout au long de la saison pour les pêches un peu profondes, alors ça peut être aussi pour aller chercher du pagre et tous les poissons qu'on va trouver assez profonds, on utilise pour le coup la canne donc Conflict Light Jigging. C'est une canne par définition slow jig, donc on va avoir un blanc qui va être très souple, qui va nous apporter une grosse flexion, ce qui va permettre de combler les rushs des gros poissons, des gros coups de tête, et aussi sur des lieux de pas les déchirer, parce que c'est des poissons qui se déchirent très facilement, et du coup on a tendance à les perdre, et le fait d'avoir une canne qui imprime voilà, des grands mouvements de fion comme ça, c'est
C'est assez pratique. Donc la canne fait 1,88 m pour une puissance en 120 grammes. Moi je la pousse jusqu'en 150 grammes personnellement. Après on a une deuxième version qui est un petit peu plus forte, qui va être un tout petit peu plus longue, elle doit faire 1,95 m, 98 et pour le coup qui va jusqu'à 200 grammes. Donc même si vous allez faire du slow jig dans des pays un peu exo ou vous attaquez des poissons un peu plus costauds, ça fera très bien l'affaire aussi. Après en termes d'accessoires, on est sur du Fuji au niveau des anneaux, au niveau du porte-moulinet. On a des poignées en EVA haute densité, donc de la mousse EVA, mais qui pour le coup est très dure, donc très durable. Et comme sur toute la gamme Conflict, on retrouve le wrapping, donc la technologie X-Wrap, qui est en fait une technologie de wrapping sur le blanc pour venir augmenter les propriétés du blanc. On vient ajouter des nappes de carbone en chevron comme ça, et ça permet de rigidifier et d'augmenter les propriétés du blanc. Sur cette canne là, donc on a mis un Fatome en casting. Moi c'est vraiment un moulinet que j'adore et je pêche en toute confiance avec. Totalement, je vais prendre le relais là-dessus, ouais. C'est un peu plus mon domaine on va dire. Le Fatome, le gros avantage de ce moulinet, c'est que déjà, comme tu le disais, c'est un bâti très robuste, très costaud, tout comme la gamme de moulinets Penn. En fait, on se repose vraiment sur la fiabilité des produits. Ce moulinet-là, il est vraiment designé pour pêcher en mer, bâti hyper durable, en métal, full métal, donc ça va déjà pour l'oxydation, etc. On part bien mieux que les précédents moulinets qui étaient en graphite, qui eux avaient tendance à cloquer avec le sel, etc. Donc pour les conditions marines, il est très très bon. On part sur une base robuste de 6 roulements plus 1, avec dessus une technologie de frein qui est la technologie HT100, qui est la technologie propre à Penn, qui se retrouve également sur les moulinets spinning. Donc c'est des nappes de tresse de carbone qui sont vraiment fiables et robustes dans le temps. Donc elles ont déjà fait l'épreuve sur la série des Spinfisher que tout le monde connaît et qui dure dans le temps. On retrouve exactement la même technologie sur ce moulinet-là. Donc c'est un compromis très intéressant pour justement ces pêches un peu fortes qui demandent un frein un peu costaud. Quand on va pêcher, comme aujourd'hui, les lieux sur des profondeurs de 50 mètres, il faut au ferrage que ça tienne et que ça bouge pas. Et c'est très bon. Le frein est également bien doux, donc pour gérer justement le combat, en plus de la canne, comme le disait Foucault, qui absorbe bien les coups de tête, on a un frein qui est bien linéaire, donc très intéressant. Et dessus, on a des récupérations sur le 300 et 400 de 86 cm, donc pour ces pêches profondes, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une grande démultiplication pour pouvoir ramener plus vite les montages ou ramener les poissons. Voilà. Puis on a une pignonnerie, c'est vrai que j'ai pas parlé de la pignonnerie, mais qui est aussi le gros point fort de ce moulinet-là. C'est une pignonnerie en laiton et en bronze, donc avec un usinage CNC, ce qui permet d'avoir un usinage très précis et également toute la faculté de puissance que le bronze et le laiton ont. Donc vraiment un moulinet très fiable et très robuste pour ces pêches-là justement, et très adapté à la mer qui, on le sait tous, fait pas trop de bien au moulinet. Oui. Ah ouais. Et puis comme le disait Thierry, il y a différentes tailles. J'ai hésité vraiment à partir sur la taille 300, mais bon, quand on pêche profondément comme ça, on ne sait jamais ce sur quoi on va tomber. C'est des zones qui peuvent être exposées à des thons, ce genre de choses en période estivale. Donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir de la contenance. Du coup ça m'a permis de remplir facilement 300 mètres de tresse en 19 centièmes de la 8 brins. Au bout, on a ajouté donc un bas de ligne d'environ 2 brasses de 50 centièmes. Et puis ensuite, on arrive donc sur le montage au final. Donc le montage, tu vas nous en dire un peu plus. Ouais. Donc en fait le montage très simplement c'est un montage, donc toi tu appelles ça potence mais en guillon. Donc en fait au bout de mon bas de ligne déjà je viens mettre un émerillon parce que c'est plus facile pour changer et la pêche du lieu c'est pas forcément sur ces profondeurs là où la discrétion va être importante en fait. Un des premiers éléments ça va être le rolling, donc c'est vraiment important d'avoir un rolling parce que ce genre de montage là peut vriller assez vite et du coup ça s'en mêle et ça pêche plus efficacement. Ensuite au niveau du montage on va utiliser du fluoro. En termes de diamètre
entre 40 et 55 quoi. On peut monter encore au-delà si vraiment on pêche profond, on s'adresse à des poissons beaucoup plus gros. Sur ce montage là, on installe donc un anguillon. Vigilance quand vous faites le nœud à ce que la sortie du nœud soit vers le haut et pas vers le bas, parce que si le nœud est vers le bas, en fait la ligne va être complètement collée et pour le coup ça va s'en mêler, alors que vers le haut en fait naturellement on voit que ça se détache de la ligne. Et ensuite on finit avec une agrafe pour pouvoir changer son leurre facilement, parce qu'encore une fois le lieu n'est pas forcément, en termes de discrétion, il n'y a pas vraiment d'impact, mais par contre c'est un poisson qui peut être sensible à la couleur, c'est-à-dire qu'il y a des jours il va mordre sur du bleu naturel, le lendemain ça va être sur de l'orange fluo et le surlendemain sur du rose fluo, et de temps en temps on a besoin de changer vite de couleur pour trouver la couleur qui leur plaît, la couleur du jour quoi. Donc voilà, et puis ça évite aussi c'est-à-dire que moi un montage comme ça il me fait tout l'été, donc ça m'évite d'avoir, si je fais mes nœuds en direct, bah forcément jour après jour le montage il se raccourcit et on finit hyper proche de l'anguillon quoi. Donc un truc très fiable qui permet de solliciter les poissons et puis même quand ils sont pas vraiment en activité alimentaire, de créer une espèce de concurrence. Juste un dernier mot sur la longueur en fait. La longueur, c'est un petit peu vous qui décidez, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est bien de se préparer en début de saison, 3-4 montages comme ça, mais avec des longueurs différentes. Et ce qui va être vraiment important, c'est la différence entre la distance entre l'anguillon et le leurre. Là, typiquement, moi, en règle générale, c'est vrai que je fais des distances qui sont un peu courtes. Et là, typiquement, ce matin, toi, Thierry, t'en as monté un qui était quasiment 2 fois plus long que le mien. Et pour le coup, c'est Thierry qui a pris les touches, quoi. Donc, ça, en fait, c'est pareil. Moi, je reproche ça à la pêche de la truite en nymphe. On a également ce style-là de montage en potence. Et ça varie vraiment selon les types d'endroits qu'on pêche, selon les conditions. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça a été la même. Je voulais pas faire comme toi. Donc, j'ai fait une potence, j'ai rajouté un bas de ligne entre le bas de ligne et la potence un peu plus long. Et effectivement, c'est moi qui ai pris les touches. Mais je pense que ça peut être un détail à corriger au fur et à mesure de la pêche. Si on trouve des détections et qu'on n'arrive pas à faire mordre les poissons, ça peut être bien de jouer donc sur le leurre, comme on le disait, mais ça peut être bien aussi de jouer sur la distance entre les deux leurres. Exactement. Voilà. Ça peut... Et puis alors après, concernant les leurres, alors ça c'est à tout à chacun, il y a beaucoup de références sur le marché qui marchent très bien sur les lieux. Nous on utilise le Power Sandhill et le Power Herring. Donc le Power Sandhill, c'est un leurre de chez Berkeley donc qui est livré automatiquement avec 2 corps, c'est-à-dire que ça a une forme de lançon comme ça, et donc il est livré avec un paddle et avec un grub. Donc l'avantage que ça a, c'est qu'on va aussi pouvoir jouer sur les vibrations. Parfois les lieux vont bien mieux répondre sur des vibrations avec une queue de grub, une vibration plus fine, plutôt qu'une vibration avec une caudale là qui claque assez fort. Disponible différents grammages et on doit avoir 6 ou 8 coloris aussi, du naturel au flashy. Et donc en fait on l'associe à la gamme Power Herring. Et il faut savoir que, pour la petite histoire, les Power Sandhill grande taille et les Power Herring, c'est des leurres qui ont été développés pour le flétan. Donc c'est des leurres qui par définition sont très robustes et très solides, donc pas de problème au niveau de l'hameçon, etc. Et on va avoir, et ça c'est quand même très intéressant parce qu'on n'en trouve pas partout pour le coup, c'est des leurres qui sont prémontés et qui ont des gros grammages adaptés à une taille raisonnable en fait, c'est-à-dire que là on doit être sur 250 ou 300 grammes et on a un leurre qui fait même pas 20 cm et pourtant qui est bien proportionné, et ça peut être intéressant aussi. Et typiquement moi ce coloris là je l'aime beaucoup parce qu'on parlait d'esprit de concurrence tout à l'heure, et ça représente un peu la couleur du lieu quoi. En règle générale les lieux au fond ils ont un dos qui est marron foncé, quasiment noir, et une robe un petit peu dorée comme ça. Donc là ça imite vraiment un espèce de petit lieu en fait qui essaie de bouffer un lançon, qui s'en va, et par concurrence en fait les autres gros autour ils se disent ah lui non, concurrence, opportunisme, un peu comme toi ce matin avec la chouquette. Et donc du coup voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez sûr, et depuis le jour où je me suis remis à mettre des anguillons,
Depuis 2 ans, 95% des poissons sont piqués sur l'anguillon et pas sur le leurre. Et quand il y a des grosses activités, ça permet de faire des doublés, ce qui est aussi pas mal. On espère que cette petite présentation matérielle vous a plu. On pourrait toujours plein de choses à dire, mais voilà, on a essayé de faire le tour. Et voilà, montage anguillon, c'est vraiment un truc à avoir dans sa boîte. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, rentrer un peu dans les détails concernant les spécificités du moulinet Fatome ou la largeur de gamme des cannes Conflict et les spécificités des Conflict Light Jigging, rendez-vous sur nos pages de réseaux sociaux Penn France sur Facebook ou sur le site Penn Fishing. À très bientôt. Salut, salut. Y a pas de chat à la pêche, que de l'expérience. Et un soupçon de talent. Non, la pêche c'est que de l'espoir. Hein. Un peu comme avec les femmes. Oui, c'est vrai. Tu vas à la pêche, t'espères ramener du poisson, tu vas en boîte, t'espères ramener une... Ça y est! Putain, franchement, t'aurais dû dire hein, que c'est vraiment une pêche de nul. Hein. Même un mec comme moi a réussi à l'attraper. Alors... Oui, mais c'est parce que je te mets sur les bons spots et je te fais les montages. Ouais. Ah non, c'est vrai que c'est toi qui as fait le montage. Je t'ai juste dit quoi prendre. C'est le pire. Tu m'avais même pas filé un rolling pour faire mon montage et tu fais le cake en disant qu'il faut mettre un rolling. Bah oui. Bravo.